En 2026, le top 1% des utilisateurs d'IA va prendre encore plus d'avance sur tout le reste. Et cela pour une raison très simple. 99% des gens continuent à faire des erreurs très basiques qui les empêchent d'utiliser l'intelligence artificielle à son plein potentiel. Je le sais car j'ai passé les 2 dernières années à analyser des centaines d'interactions dans ma communauté gratuite qui réunit aujourd'hui plus de 40 000 utilisateurs d'IA. Et c'est précisément ce qui m'a permis d'identifier les 7 plus grosses erreurs qui empêchent les débutants d'utiliser l'IA comme un vrai pro. Pour chaque erreur, je vais commencer par vous expliquer en quoi elle consiste concrètement et ensuite je vous donnerai les étapes pour éviter de les faire et rejoindre le top 1% des utilisateurs d'IA. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous ne me connaissez pas encore, bienvenue, je m'appelle Lias. Il y a un peu plus de 2 ans, j'ai fondé une boîte de conseils en intelligence artificielle et possède également une communauté qui réunit aujourd'hui plusieurs dizaines de milliers de membres passionnés par l'IA. J'aide mes abonnés sur YouTube et les membres de ma communauté à tirer parti de l'intelligence artificielle exactement comme les erreurs que je vais vous éviter de faire dès aujourd'hui. La toute première erreur que je vois le plus souvent et qui vous empêche vraiment d'utiliser l'IA à son plein potentiel, c'est de considérer que IA égale ChatGPT. Le nombre de fois où je parle avec des clients qui viennent me voir, qui me disent écoute Yas, on a essayé d'intégrer de l'intelligence artificielle mais ça marche pas vraiment. En fait, on se rend compte très vite que dans la tête des gens, IA égale ChatGPT. Faut comprendre que l'intelligence artificielle, ça existe depuis des dizaines et des dizaines d'années, mais c'est grâce à ChatGPT que ça a été démocratisé au grand public grâce à l'IA générative et plus précisément les LLM, c'est-à-dire une IA qui est capable d'échanger comme un humain. Et en fait, la réalité, c'est que la plupart des gens se sont arrêtés à cette première démocratisation qui est ChatGPT et ne sont jamais allés voir plus loin. Et en fait, quand on demande un petit peu aux gens, ok, tu me dis que l'IA, ça sert pas vraiment pour ton métier ou que c'est pas vraiment capable d'accomplir telle ou telle tâche et que tu leur demandes exactement quel est l'outil qu'ils utilisent, eh bien, ils répondent souvent ChatGPT. Moi, j'ai des gens qui viennent me voir des fois et qui me disent, écoute, Yas, j'ai essayé de créer une présentation de A à Z et l'IA n'a pas réussi à le faire. Et en fait, quand je leur demande derrière, je me rends compte qu'ils ont simplement demandé à ChatGPT de leur créer une présentation visuelle de A à Z et que forcément, ChatGPT n'étant pas forcément le meilleur outil d'IA pour créer une présentation, eh bien, ils n'ont pas atteint le résultat qu'ils souhaitaient avoir. Donc, le tout premier apprentissage que vous pouvez tirer de cette erreur, c'est de comprendre qu'il existe des dizaines et des dizaines de modèles d'intelligence artificielle et également des dizaines et des dizaines d'outils d'IA différents. Et vous ne pouvez pas réduire l'IA générative à un seul et unique outil qu'est ChatGPT. C'est précisément ce qui va nous mener à la deuxième plus grosse erreur. Mais juste avant d'y arriver, posez-vous la question maintenant, avant de dire que l'IA n'est pas prête ou n'est pas capable d'effectuer telle ou telle tâche, est-ce que vous êtes en train d'utiliser le meilleur outil pour accomplir cette tâche? Et faites toujours systématiquement une recherche avec par exemple un outil d'IA comme Perplexity qui est lui probablement le meilleur outil pour faire des recherches en ligne, dire voici la tâche, voici mon besoin, quel est le meilleur outil IA pour y répondre et pouvoir l'automatiser grâce à de l'intelligence artificielle. La deuxième plus grosse erreur, c'est de confondre modèle d'intelligence artificielle et outil d'intelligence artificielle. Comme on vient de voir dans la première erreur, effectivement, on est en train d'évoluer dans un écosystème qui est ultra vaste. Il y a des dizaines et des dizaines de modèles, mais également des dizaines et des dizaines d'outils IA. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui ont une mauvaise perception et compréhension de la différence entre ces deux concepts d'outils et de modèles. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, sur les modèles d'intelligence artificielle, quand on parle de modèle, c'est vraiment la technologie qui se cache derrière l'interface de l'outil qui permet de propulser tout l'outil en question. Mais en fait, ce qu'il faut commencer par comprendre sur cette distinction, c'est que déjà, ne serait-ce qu'au niveau des modèles d'IA, il existe plein de types de modèles différents. On a du text-to-text, text-to-speech, text-to-image, et en fait, cette formulation, c'est pour expliquer quel est le format de la donnée qui va entrer et quel est le format de la donnée qui va sortir de l'IA. Quand on dit texte à texte, ça veut dire que l'entrée, ça va être du texte et que la sortie, ça va être un texte. Et là, c'est globalement la plupart des LLM qu'on connaît très bien comme ChatGPT. Quand on dit text to image, eh bien, l'entrée va être du texte et on va en ressortir une image, exactement comme le modèle Nano Banana de Google ou tous les autres modèles de génération d'images. Et déjà, là, on comprend qu'en fait, il y a beaucoup plus de profondeur que ce qu'on a l'impression et qu'on n'est pas juste en train d'utiliser l'IA à travers ChatGPT. Il y a plein de modèles différents qui ont tous des utilités différentes. Et déjà, comprendre quelle est la nature de chaque modèle et quelle est la spécificité pour laquelle il a été créé, eh bien, vous allez pouvoir maintenant apprendre à choisir les modèles selon votre besoin. Si vous avez besoin de générer des images, eh bien, vous n'allez pas utiliser Claude. Vous n'allez pas demander à Claude de vous générer une image. Si vous avez besoin de générer une vidéo, eh bien, vous n'allez pas aller demander à ChatGPT de vous générer une vidéo. Vous allez d'abord apprendre à identifier quel est le meilleur modèle. Et ensuite, la deuxième erreur qui suit l'incompréhension entre un outil et un modèle, c'est que certaines
certaines personnes vont utiliser un outil d'IA, mais ne comprennent pas que ce qui permet à cet outil d'IA de marcher, c'est le modèle qu'il y a derrière. Et du coup, par exemple, vous allez vous retrouver sur des plateformes qui vous facturent très très cher des modèles que vous pourriez retrouver gratuitement ailleurs. Maintenant, la réalité, c'est qu'il y a des plateformes, donc des modèles d'intelligence artificielle qui ont un mauvais outil devant eux. ChatGPT, par exemple, a plein de modèles d'intelligence derrière. Il a des modèles qui lui permettent de générer des images, des modèles qui lui permettent de générer des vidéos, du texte, faire de la réflexion, etc. Et en fait, quand vous allez utiliser la génération d'images sur ChatGPT, là, vous utilisez la pureté du modèle directement. Vous n'êtes pas facturé pour ça, à part si vous avez l'abonnement, mais vous n'allez pas être facturé pour chaque image que vous allez générer. Par contre, ChatGPT n'est pas le meilleur outil pour tirer parti de ce modèle-là. Pourquoi? Parce que ChatGPT, c'est un outil qui est un peu global, qui va répondre à plein de besoins différents. Et donc, ils ne peuvent pas créer plein de fonctionnalités spécifiques à la génération d'images. Et c'est là où c'est intéressant de se dire, OK, j'ai identifié que le meilleur modèle de génération d'images, c'était celui de ChatGPT ou celui de Gemini. Maintenant, est-ce que le meilleur outil pour venir éditer et utiliser, enfin, configurer entre guillemets ces images, est-ce que c'est vraiment Gemini ou ChatGPT? Probablement que non, parce que leur utilité est beaucoup trop générale. Du coup, maintenant, je vais aller chercher un outil, donc une interface, une plateforme qui me permette d'utiliser ces modèles, mais qui lui aura pour seul et unique objectif de générer des images. Et typiquement, un outil que je mentionne régulièrement, c'est Recraft. Recraft, c'est quoi? C'est une plateforme qui a compris qu'effectivement, ils vont pas pouvoir concurrencer les plus grosses entreprises d'intelligence artificielle sur les modèles de génération d'images. Par contre, là où ils vont pouvoir venir les concurrencer, c'est venir cibler une verticale très précise, comme le fait de générer des images et d'éditer ces images, et d'ajouter plein de fonctionnalités pour devenir le meilleur outil d'IA pour générer et éditer des images. Et du coup, ils vont rajouter plein de petites fonctionnalités pour vous permettre d'aller beaucoup plus loin dans vos générations d'images en vous basant sur les modèles de ChatGPT. Et déjà, quand vous comprenez correctement la distinction entre un modèle et un outil et que vous commencez à utiliser ces plateformes de manière bien plus consciente parce que vous allez choisir le meilleur modèle et le meilleur outil, et bien là aussi, la qualité des résultats que vous allez tirer de l'intelligence artificielle va être énorme. Et dans cette même erreur, le deuxième point, c'est le fait de ne pas utiliser du coup le meilleur modèle. Aujourd'hui, il faut comprendre qu'il existe des plateformes qui viennent classer les modèles de génération d'images par spécificité d'output selon leur performance. Et en fait, je leur ai montré, je vous mettrai le lien en description, une plateforme qui s'appelle Hugging Face, qui a un classement des meilleurs LLM, des meilleurs IA pour générer des images, des meilleurs IA pour générer des vidéos. Et en fait, en comprenant cette distinction et en faisant une veille technologique de temps en temps pour vous dire, OK, pour telle tâche, est-ce que j'utilise le meilleur modèle? 2-3 clics, vous allez sur Hugging Face ou sur n'importe quel autre classement des meilleurs modèles et vous allez vous rendre compte. Là, par exemple, si vous suivez un petit peu ce qui se passe en ce moment, il y a depuis quelques mois le meilleur modèle de génération d'images, c'est celui de Nano Banana de Google. Mais il y a quelques jours, il y a ChatGPT qui revient dans la course et qui ressort un nouveau modèle. Donc, va falloir faire attention aussi avec ces actualités IA. Je vais en parler dans une des prochaines erreurs, mais c'est important quand vous êtes un utilisateur professionnel de l'IA et que vous voulez faire partie du top 1% des users d'IA, de faire de temps en temps une petite veille technologique pour vous dire est-ce que sur chacun des modèles spécifiques, texte, image, vidéo, j'utilise le meilleur modèle. Et ça, c'est une erreur qui est bien souvent trop négligée. La troisième plus grosse erreur, c'est ceux qui se contentent de faire un seul prompt et de ne jamais itérer avec ChatGPT ou l'intelligence artificielle de manière générale. Ça, c'est une erreur que je vois trop souvent chez les débutants qu'on peut classer en deux erreurs de niveau différents. Alors, il y a ceux qui font un prompt tout basique, tout nul, qui vont dire voilà, crée-moi un post sur LinkedIn et qui vont s'attendre à une réponse parfaite de l'IA comme si elle était omnisciente et qu'elle savait tout faire. Et effectivement, ils vont voir la réponse, ils vont se dire ah non mais c'est n'importe quoi, j'arrête là, l'IA n'est pas performante. Tout simplement parce qu'ils ont fait un mauvais prompt. La deuxième erreur des un petit peu plus avancés, c'est ceux qui vont prendre énormément de temps à faire un prompt ultra cadré, qui respectent toutes les techniques de prompt engineering, qui vont prendre 15 minutes ou 30 minutes à mettre en place ce prompt, qui vont lancer dans leur outil d'IA, ChatGPT, Claude ou Gemini, et qui ne vont pas être satisfaits de la première réponse. Et du coup, qui vont s'arrêter là, ils vont se dire ah non mais l'IA n'est pas performante, je vais aller le faire de moi-même. Mais en fait, ça c'est une grosse erreur de penser qu'il faut un seul et unique prompt pour atteindre le résultat que vous voulez obtenir. Déjà, il faut comprendre que quand vous allez utiliser ces outils d'IA, il faut toujours être dans une démarche d'itération. Plutôt que prendre 15 minutes à faire un seul et unique prompt, faites un premier prompt, venez itérer, venez rectifier la qualité de la réponse, amener des éléments supplémentaires à l'intelligence artificielle et c'est ça qui va lui permettre d'être guidé dans le bon chemin pour atteindre le résultat que vous voulez. Ce que j'aime bien faire avec l'IA pour ceux qui ont des business et des employés, essayez de l'avoir un petit peu comme un employé. Aujourd'hui, si vous voulez déléguer une tâche ou vous voulez demander à un de vos employés de faire quelque chose et que vous lui dites juste voilà, crée-moi des posts LinkedIn et débrouille-toi, eh ben il y a de fortes chances que les posts LinkedIn que votre employé va faire ne vont pas être bons parce que vous lui avez pas expliqué exactement ce que vous
vous attendez, vous lui avez pas expliqué quelles sont les différentes étapes à suivre et vous lui avez donné très peu de contexte sur ce que vous vouliez atteindre. Eh bien, l'IA, c'est exactement pareil. C'est comme un humain. Si vous lui donnez pas tout le contexte, des instructions précises, que vous faites pas des allers-retours, il vous fait un premier post, vous lui dites ah voilà, j'aime pas trop le format que tu as utilisé ou le langage que tu utilises, je pense que tu pourrais choisir tel ou tel angle, eh bien forcément que vous pourrez pas atteindre le résultat parfait du premier coup. La quatrième plus grosse erreur que je vois chez les débutants, c'est ceux qui passent leur temps devant les news IA ou autrement dit en français les actualités IA. Et ça malheureusement c'est quelque chose qui freine énormément de gens dans leur utilisation de l'intelligence artificielle et dans le fait d'atteindre un objectif. Une phrase que je répète souvent, c'est que n'oubliez jamais que l'IA générative et tous ces outils que vous voyez sur internet ne sont que des outils et non pas une fin en soi. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est important de définir quel est votre objectif que vous voulez atteindre et comment est-ce que l'IA va vous permettre de l'atteindre. Et donc c'est important de faire attention de ne pas se retrouver noyé dans la quantité d'informations phénoménales qui se trouvent dans ce secteur. Et j'en fais aussi partie, je suis aussi la cause de ce genre de problématique, c'est que les créateurs de contenu aujourd'hui sont beaucoup dans le sensationnel. Même si j'essaye de minimiser un maximum mon contenu de ce style, eh bien ce qui marche le mieux en ligne aujourd'hui, c'est des gros titres de l'IA va détruire nanani nanana, l'IA va remplacer tous les jobs, etc. Et en fait, ça, c'est que des informations qui ne vous servent à rien et qui vous détournent de la vraie utilité de l'intelligence artificielle. Donc, s'il vous plaît, minimisez la consommation de ce contenu, identifiez quelques créateurs ou quelques sources fiables où vous avez l'impression qu'ils rebondissent pas sur chacune nouvelle fonctionnalité, chaque nouvel outil qui sort sur le marché. C'est bien de temps en temps, comme je l'ai expliqué au début, de faire une veille technologique, mais ça ne veut pas dire que votre quotidien doit devenir une veille technologique. Une veille technologique, c'est une fois par semaine, 30 minutes, une fois par mois, quelques heures pour comprendre où en est l'écosystème, et ce n'est surtout pas de passer vos journées devant des vidéos YouTube ou devant des posts LinkedIn à voir ce qui se fait. Parce qu'en réalité, ça ne fait que de vous détourner de votre réel objectif. Et le problème, c'est que les gens qui sont noyés dans cette quantité d'informations, eh bien, ils finissent toujours par changer d'outil, de changer de modèle tous les 2-3 jours. La cinquième plus grosse erreur que je vois tout le temps, c'est ceux qui se considèrent ne pas être assez techniques pour intégrer l'IA dans leur entreprise ou pour lancer leur propre business IA. Pour vraiment devenir compétent et devenir un des top 1% experts en IA, eh bien, il faut pratiquer. La meilleure manière de pratiquer, c'est de proposer vos services à des entreprises, apprendre à intégrer l'IA sur le terrain et résoudre des vraies problématiques business. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui se limitent à ça parce qu'ils ont un peu ce syndrome de l'imposteur qui est tout à fait normal de se dire « Oui, mais moi, je suis pas développeur à la base ou je suis pas un profil très technique », ce qui les empêche de se lancer. Et c'est précisément ça qui est en train de créer un gap entre ceux qui passent cette étape et ceux qui restent bloqués à ce syndrome de l'imposteur. Mais en fait, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'être un ingénieur en machine learning pour proposer ces services d'IA à des entreprises. La réalité du marché, c'est que toutes les entreprises, tous les dirigeants savent pertinemment qu'ils doivent intégrer l'IA, mais ils ne savent pas par où commencer. Et si on se base sur l'histoire, en 2010, si vous vous lanciez dans le marketing digital pour apprendre aux entreprises à créer une présence digitale, créer un site web, être présent sur les réseaux sociaux, eh bien, vous n'aviez pas besoin d'être le meilleur expert en marketing digital. Le seul fait que vous existiez à ce moment-là, eh bien, naturellement, vous auriez accaparé toutes les opportunités du marketing digital parce que les entreprises n'avaient pas d'autre choix. Et c'est exactement ce qui se passe avec l'intelligence artificielle aujourd'hui. Et au contraire, je dirais même que le fait de ne pas être un développeur et de ne pas être un profil technique, c'est même votre plus gros avantage. Pourquoi? Parce que vous allez réussir à parler le même langage que les dirigeants, vous allez réussir à comprendre réellement quelles sont leurs problématiques et ensuite vous pourrez essayer de les traduire en solutions concrètes. Et quand je parle de solutions concrètes, il faut comprendre que dans cet univers, dans l'écosystème des services que vous pouvez proposer avec l'IA générative, il n'y a pas que du développement, il n'y a pas que des outils no-code, il y a aussi du consulting, de la formation, faire des workshops pour venir sensibiliser ces sujets en interne chez les entreprises. Et donc, en fait, l'écosystème est beaucoup plus vaste que simplement juste le développement de solutions ultra techniques grâce à l'IA. Vous avez plein de manières d'aider ces entreprises à intégrer l'IA, en commençant par faire de la recommandation d'outils d'intelligence artificielle selon les besoins, en commençant par faire des petites formations de une journée que vous pouvez facturer plusieurs milliers d'euros pour dire voici comment utiliser l'IA dans votre secteur. Vous pouvez les aider à apprendre le prompt engineering, vous pouvez même leur proposer des prompts. En d'autres termes, il y a plein de services que vous pouvez proposer aux entreprises sans être un expert en intelligence artificielle. Et d'ailleurs, il suffit de regarder dans ma communauté gratuite le nombre de personnes qui commencent à avoir leurs premiers clients et qui n'ont jamais été développeurs. Et si vous vous demandez par où est-ce que je peux commencer pour développer ces compétences, je vous invite vivement à rejoindre la communauté où il y a plusieurs formations tout à fait gratuites que vous pourrez suivre pour voir vous-même comment vous allez pouvoir commencer à construire votre propre expertise et développer petit à petit cette confiance en vous qui vous montrera qu'il n'y a plus aucune limite technique qui vous empêcheront d'appréhender cette nouvelle technologie et de l'exploiter à son plein potentiel. En résumé, c'est précisément cette erreur qui distingue les early adopters qui se positionnent comme experts IA dès maintenant et les perdants de cette révolution qui pensent que c'est uniquement réservé aux développeurs. La sixième et avant-dernière erreur que je vois beaucoup sur le marché, c'est ceux qui arrêtent d'approfondir des compétences et qui pensent que grâce à l'intelligence artificielle, ils peuvent obtenir les meilleurs résultats sans avoir aucune compréhension
compréhension de la tâche ou du secteur dans lequel ils sont en train de travailler. Ce que j'entends par là, c'est que je reçois beaucoup de fois des questions qui me disent oui, j'ai envie de me lancer dans la création de contenu grâce à l'intelligence artificielle. Je vais simplement demander à l'IA de me rédiger un script, de venir m'aider à monter la vidéo et de tout faire de A à Z. Mais en fait, la réalité, c'est qu'effectivement, grâce à ces nouvelles technologies, la moyenne de ce que vous pouvez faire a énormément augmenté. Ce que je veux dire par là, c'est que peu importe la tâche ou le secteur sur lequel vous allez travailler, que ce soit dans le juridique, que ce soit donc pour rédiger des contrats ou pour créer des stratégies marketing, effectivement, si vous n'aviez aucune compétence auparavant, eh bien l'intelligence artificielle va vous permettre très vite d'atteindre une moyenne assez viable pour obtenir des bons résultats sur ces domaines précis. Mais la réalité, c'est que si vous voulez faire partie du top 1% de ce secteur, eh bien simplement demander à l'IA de le faire sans vous chercher à comprendre quelle est la technicité qui se cache derrière chacune de ces compétences, eh bien vous n'aurez jamais aucun résultat satisfaisant et vous ne pourrez jamais atteindre votre objectif. Prenons la création de contenu par exemple. Si vous voulez créer une chaîne YouTube et vouloir faire partie du top 1% des créateurs, vous ne pouvez pas vous contenter de simplement vous mettre en arrière, demander à l'IA de vous générer les scripts, de vous générer les miniatures et attendre que ça explose comme par magie. Vous devez absolument chercher à comprendre quelle est la complexité qui se cache derrière chacune des actions, comprendre exactement quel est cet écosystème de la création de contenu. Plus vous serez performant pour lui donner les bonnes instructions pour atteindre l'objectif que vous voulez atteindre dans le domaine précis et surtout pour juger la qualité de la réponse qu'il va vous donner. Si vous avez aucune expérience par exemple dans la création de contenu et que vous recevez un script qui a été généré par Claude en 30 secondes, eh bien probablement que le script vous allez le trouver qualitatif parce qu'il est infiniment meilleur que ce que vous auriez pu pondre vous-même. Par contre, quelqu'un qui est spécialisé dans le storytelling, dans la rédaction de script, va voir le script et va savoir pertinemment qu'il ne fonctionnera jamais sur YouTube. Et donc c'est important de ne pas se reposer entièrement sur l'intelligence artificielle, mais d'apprendre à développer un minimum chacune des compétences que vous allez déléguer à l'IA pour pouvoir la guider correctement. Et le deuxième point de cette erreur que je vois beaucoup du coup, c'est ceux qui cherchent tout de suite à automatiser une tâche ou quelque chose avec l'intelligence artificielle. La réalité, c'est que si vous automatisez un workflow qui est mauvais, vous allez juste créer une machine à créer des mauvais résultats. Je prends cet exemple parce que sur l'un de mes tout récents lives que j'ai fait dans ma communauté gratuite, il y a un des membres qui m'a dit oui, moi je veux me lancer dans la création de contenu, mais je veux pas investir beaucoup de temps, je veux créer quelque chose d'automatisé qui va créer du contenu pour moi sans que j'ai rien à faire. Et je lui ai dit très honnêtement, écoute, si tu cherches jamais à vraiment comprendre ce qui fait que ton contenu est qualitatif, eh bien tu vas juste créer une machine à faire du mauvais contenu qui va inonder Internet mais qui ne fonctionnera jamais. Donc ne cherchez jamais à automatiser quelque chose que vous ne comprenez pas et encore moins quelque chose que vous n'avez jamais fait. La septième et dernière erreur de cette liste, c'est le fait de tout simplement oublier que l'intelligence artificielle ou les outils d'IA ne sont qu'un outil. En fait, il y a beaucoup trop de gens, vous l'avez vu à travers toutes les erreurs que je vous ai mentionnées aujourd'hui, qui pensent que l'IA c'est un outil magique, que c'est presque une entité omnisciente qui est capable de tout faire et de tout comprendre et qui ne vont pas prendre la responsabilité des résultats qu'ils vont obtenir avec un outil. Si vous prenez un marteau et que vous essayez d'enfoncer un clou et que vous n'arrivez pas à l'enfoncer correctement, eh bien vous ne pouvez pas remettre la faute sur le marteau. C'est probablement vous qui l'avez mal utilisé ou qui n'avez pas appris à utiliser un marteau correctement. Et eh bien c'est exactement la même chose avec l'intelligence artificielle. On parle d'un système informatique qui n'est rien d'autre qu'un outil qui est censé nous aider à atteindre un objectif. Et donc le meilleur état d'esprit que vous pourriez avoir à partir de maintenant, c'est que quand vous allez utiliser l'IA ou les différents outils et que vous n'atteignez pas les résultats que vous espériez, eh bien prenez l'entière responsabilité de vos actes. Et probablement que vous n'avez pas donné les bonnes instructions, peut-être que vous n'avez pas donné assez de contexte sur ce que vous voulez faire et peut-être même que les données que vous avez mis directement dans l'outil n'étaient pas assez qualitatives. Donc le meilleur moyen d'utiliser l'IA correctement, c'est de toujours se remettre en question et se dire que la qualité de l'output et du résultat dépend à 100% de la qualité de l'input que vous allez y mettre. Si vous mettez en pratique tous les différents conseils que vous avez appris dans cette vidéo, que vous apprenez à choisir les meilleurs modèles, que vous comprenez quels sont les outils les plus adaptés et que vous prenez systématiquement le temps d'itérer avec l'IA, eh bien le seul dernier élément qui peut impacter le résultat de ce que vous allez obtenir, c'est vous et uniquement vous. Donc dorénavant, posez-vous toujours la question avant de juger le résultat d'une IA de est-ce que vous avez fait le maximum en votre possession pour atteindre le meilleur résultat possible. Maintenant, ça ne veut pas dire que dans chacune de vos interactions et systématiquement, vous devez passer des heures à la préparer. Non, au bout d'un moment, quand vous allez utiliser de plus en plus ces différents outils d'IA, vous allez développer un curseur, une sorte de sensibilité pour dire ok, voici à peu près la qualité du résultat que j'attends et donc selon cette qualité, je vais mettre un effort ici. Si vous attendez un résultat maximal, eh bien l'investissement de temps et d'effort que vous allez mettre, vous allez l'adapter au résultat que vous attendez. Et donc il y a plein d'interactions où des fois simplement avec des petits outils, on va parler vocalement avec une IA et on va obtenir un résultat satisfaisant. Des fois, on attend un résultat qui est bien plus poussé, où on a envie de créer et d'atteindre des objectifs qui sont bien plus gros. Et bien à ce moment-là, on va prendre beaucoup plus de temps et investir beaucoup plus d'efforts pour obtenir ce résultat. Et vous allez voir que ça, c'est avec de la pratique, vous allez développer vous-même cette sensibilité. Alors, j'ai mentionné plutôt dans cette vidéo le fait de ne pas avoir peur et de ne pas avoir le syndrome de l'imposteur pour commencer à proposer ses services ou intégrer l'IA dans son propre business. Mais je sais qu'il y a énormément de gens
qui ne savent pas trop par où commencer pour commencer à utiliser l'IA de manière professionnelle et potentiellement démarrer une autre activité. La réalité, c'est qu'il existe plein de business models différents sur le marché. Lancer un logiciel, faire du service, faire de la formation. Et c'est assez compliqué de comprendre quel est le meilleur moyen et le moyen le plus simple potentiellement en 2026 pour se lancer dans cette direction-là. C'est précisément pour cette raison que j'ai fait une vidéo entière où je vous explique le moyen le plus simple de prendre part à cette révolution. Si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer juste ici pour y accéder.